Tous les amis de Poutine l'abandonnent. Les pays se détournent les uns après les autres du dictateur du Kremlin et de ses ambitions folles. Est-ce que Loukachenko en fait partie aussi? L'Ukraine a choqué avec de nouvelles innovations. L'ennemi en est resté bouche bée. Le Japon, habituellement prudent, s'est réveillé et est déjà prêt à appuyer sur le bouton nucléaire. Et Xi Jinping continue de resserrer le collier autour de son protégé du bunker. Il prend tout, influence, ressources, terre, jusqu'à la dernière miette. La Russie est isolée et insignifiante comme jamais auparavant. Nous allons en parler tout de suite. Bonjour, ceci est Ukraine aujourd'hui. Je suis Maria Farafonova et voici les derniers événements. Les ingénieurs ukrainiens ont une fois de plus élevé la guerre à un nouveau niveau. Faites connaissance avec le Letaver, un drone intercepteur qui, à lui seul, sonne déjà comme une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui avaient l'habitude de se sentir plus ou moins impunis dans le ciel. Une vitesse allant jusqu'à 350 km/h et une altitude pouvant atteindre 9 km en font pratiquement un chasseur qui ne demande pas la permission mais qui rattrape simplement sa cible. Le plus intéressant ici, ce n'est pas seulement le matériel, mais le cerveau du système. Le verrouillage automatique Pixel Lock signifie que le drone ne fait pas que voler en direction de la cible, il s'y accroche littéralement lors de la phase finale de l'attaque. C'est le cas où l'opérateur ne contrôle plus vraiment, mais observe plutôt comment l'algorithme termine le travail. Pour la guerre moderne, cela ressemble à une étape supplémentaire vers l'automatisation complète de la chasse aérienne. Letaver n'est plus un jouet expérimental de laboratoire, mais un système désormais accessible aux unités via le catalogue fermé de Brave One. Nos défenseurs sont déjà prêts à détruire l'ennemi à l'aide de ce monstre de fer et, si nécessaire, à se protéger contre de nouveaux dangers, comme par exemple la Biélorussie, qui tout au long de l'invasion à grande échelle est perçue comme une menace supplémentaire. Une sorte de bombe qui peut exploser de façon inattendue. Cependant, désormais, Alexandre Loukachenko fait de plus en plus souvent des déclarations qui ne ressemblent pas à un soutien à Poutine, mais plutôt à une tentative de s'éloigner au maximum de sa guerre. Tandis que le dictateur russe continue d'exiger de la loyauté et de nouveaux sacrifices de la part de ses alliés pour satisfaire ses ambitions, Minsk affiche de plus en plus ouvertement une toute autre attitude. Ne pas s'impliquer, ne pas prendre de risques et, à tout prix, éviter de se retrouver dans la même tranchée que le Kremlin. Et plus la guerre dure, plus il semble que Loukachenko voit déjà ce que l'on préfère taire à Moscou. Cette aventure devient de plus en plus coûteuse et il devient de plus en plus difficile d'en sortir. Plus de détails à ce sujet dans notre reportage. Sur fond de guerre prolongée et de perte du Kremlin, des fissures commencent à apparaître au sein du bloc allié, qu'il devient difficile de masquer par une rhétorique d'unité. La Biélorussie montre de plus en plus de signes de prise de distance par rapport au scénario où elle jouerait le rôle du prochain participant au conflit. Et les déclarations d'Alexandre Loukachenko ressemblent de moins en moins à un soutien à Moscou et de plus en plus à une tentative de s'échapper d'une marmite qui surchauffe rapidement. Un signal fort a retenti à Grodno, où Loukachenko a en fait publiquement tracé une limite que Minsk n'a pas l'intention de franchir. Au moment où la Russie poursuit une guerre épuisante, ces paroles ont sonné comme un refus ostentatoire de suivre les attentes du Kremlin et comme un geste politique que Moscou ne pouvait guère ignorer. Devons-nous aller combattre en Ukraine contre notre volonté? Voulons-nous vraiment servir de chair à canon là-bas? Non, nous ne le voulons pas. L'expression « chair à canon » sonne comme une rupture émotionnelle du vernis diplomatique. Ce n'est plus un jeu prudent d'équilibre, c'est une démonstration directe de la peur d'être entraîné dans une guerre de plus en plus perçue comme un engrenage épuisant et imprévisible. Et c'est précisément ici que se manifeste le nerf clé de Minsk. Le désir de préserver l'alliance avec la Russie mais sans se retrouver sur la ligne de front. La seconde partie de sa déclaration, adressée à plusieurs pays voisins à la fois, s'est avérée tout aussi révélatrice. Loukachenko a tenté de rassurer l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie en affirmant que la Biélorussie ne cherche pas l'escalade et ne prévoit pas de se battre contre elle. Mais dans le contexte actuel, de telles paroles ne sonnent pas comme une assurance, mais plutôt comme une tentative de lever à l'avance les soupçons d'une possible extension de la guerre. Je veux que les Polonais, les Lituaniens et les Ukrainiens m'entendent. Nous ne voulons pas nous battre contre eux. L'économiste Oleksandr Kirch a exprimé l'avis que Loukachenko fait comme s'il clignait des deux yeux à la fois, comme pour dire « Et qui me prendra? Je suis à vous pour toujours ». Mais en même temps, il envoie des signaux à la fois à Poutine et à l'Occident. À Poutine, ne nous demande pas l'impossible, espèce de salaud. Ce n'est plus 2022, alors, idiote, reprends-toi. À l'Occident. Et si on ne se disputait pas? Nous sommes des gens intelligents, surtout moi. On s'arrange petit à petit avec Trump et c'est ce que je veux avec tout le monde. Pourquoi avez-vous besoin de cette Tikhanovskaya? Ce n'est pas sérieux. En fait, nous assistons à la logique classique de la survie d'un allié plus faible dans l'ombre d'une guerre prolongée.
Plus la Russie s'enlise dans le conflit, plus il devient évident pour Minsk qu'il risque d'être entraîné sans pouvoir en contrôler les conséquences. Et aujourd'hui, la rhétorique de Loukachenko ne ressemble plus à un soutien à son allié, mais à une tentative prudente mais de plus en plus ouverte de s'en éloigner tant qu'il reste encore une marge de manœuvre. De plus, le père commence de plus en plus à faire des avances à l'Occident. Lors d'un autre discours à Grodno, Loukachenko a déclaré qu'il était prêt à entamer des négociations avec l'Occident et a appelé à un dialogue civilisé dans l'intérêt de nos peuples. Il a souligné que la Biélorussie n'est ni un agresseur ni un complice de la guerre et tente de se forger l'image d'un État qui reste à l'écart du conflit malgré son alliance avec la Russie. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à qui que ce soit. Nous ne recherchons que l'amitié. Nous n'avons pas l'intention d'aller à la guerre. Nous voulons être des gens pacifiques. Nous voulons vivre en paix. Nous ferons tout pour la paix, car la guerre est une catastrophe. Dans ce contexte, des évaluations plus pragmatiques de la situation sécuritaire apparaissent également. Selon le porte-parole du Service national des gardes-frontières d'Ukraine, aucun déploiement supplémentaire d'unités russes n'est actuellement observé sur le territoire biélorusse, ce qui indiquerait la formation d'un nouveau groupe de frappe. Dans le même temps, selon l'évaluation de la partie ukrainienne, la Russie continue de faire pression sur Minsk pour qu'il s'implique plus profondément dans la guerre. Malgré l'absence de signes de préparation directe à une offensive, les risques de provocation et de déstabilisation dans la direction nord demeurent. L'Ukraine, de son côté, continue de renforcer ses lignes de défense et de fortifier la frontière, comprenant que même une rhétorique neutre de la part de Minsk ne garantit pas une prévisibilité totale de la situation. Et c'est précisément ici que se pose la question clé de toute cette construction politique. Loukachenko est-il vraiment capable de sortir progressivement de l'ombre de Poutine en cherchant un équilibre entre la crainte d'être entraîné dans la guerre et sa dépendance envers le Kremlin ? Ou bien s'agit-il simplement d'une tentative rhétorique temporaire de gagner du temps dans une situation où la marge de manœuvre se réduit chaque jour davantage ? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement l'avenir de la Biélorussie, mais aussi si elle deviendra le prochain épisode d'une guerre qu'elle tente pour l'instant de tenir à distance. Le Japon appuie sur le bouton nucléaire. Après des années de prudence et de souvenirs douloureux de l'accident de Fukushima, Tokyo prépare un véritable tournant énergétique. Le pays prévoit de remplacer pas moins de 14 réacteurs nucléaires obsolètes et de miser sur l'énergie nucléaire comme fondement de son avenir. Selon la nouvelle stratégie, dès les années 2040, le Japon souhaite relancer plusieurs réacteurs et, d'ici le milieu du siècle, étendre considérablement son parc nucléaire. La raison est simple. Le monde devient de plus en plus instable et la dépendance aux combustibles importés coûteux devient un luxe que même la troisième économie mondiale ne veut plus s'offrir. Il est particulièrement symbolique qu'il s'agisse du premier plan nucléaire d'une telle ampleur depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. À l'époque, beaucoup prédisaient la fin de l'énergie nucléaire japonaise. Mais il n'a fallu que quelques années pour que les samouraïs décident que, malgré les peurs, l'électricité ne se produira pas toute seule. Cela donne un tableau assez révélateur. Tandis que la Russie tente de vendre au monde le pétrole et le gaz comme principale arme d'influence, le Japon mise sur la technologie, l'indépendance énergétique et une stratégie à long terme. Il semble qu'à Tokyo, on ait décidé que l'avenir appartient non pas à ceux qui sont assis sur un pipeline, mais à ceux qui contrôlent leur propre énergie. De plus, le Japon a fait un choix que le Kremlin n'aurait probablement pas voulu voir. Le géant asiatique prend de plus en plus activement le parti de l'Ukraine, approfondit sa coopération avec l'OTAN et rappelle même à Moscou ses revendications territoriales. Il semble que la guerre que le Kremlin avait conçue comme une démonstration de force aboutisse à l'effet inverse. La Russie perd rapidement du terrain, même là où elle comptait récemment encore sur une neutralité prudente. Les détails dans le reportage. Le Japon a frappé la Russie de toutes ses forces. Le géant asiatique s'est rangé du côté de l'Ukraine. Le pays que la propagande russe tentait depuis des années de présenter comme un partenaire prudent a choqué par une démarche spectaculaire. Pour la première fois, il envoie ses militaires à une mission de l'OTAN qui soutient directement l'Ukraine. 4 représentants des forces d'autodéfense travailleront à Wiesbaden, en Allemagne. C'est là que sont coordonnées l'aide militaire pour les forces armées ukrainiennes, la formation des soldats ukrainiens et la remise en état du matériel. Ce qui est particulièrement désagréable pour Moscou, c'est que les officiers japonais ne se contenteront pas d'observer de côté. Ils étudieront les tactiques de combat modernes qui sont nées sur les champs de bataille en Ukraine. Cela crée une situation assez ironique. L'armée russe essaie d'imposer au monde ses propres leçons de guerre, mais au final, ce sont les grandes puissances asiatiques qui viennent étudier l'expérience de la manière dont ces méthodes sont efficacement contrecarrées par les défenseurs ukrainiens. Et ce n'est qu'une partie d'un processus bien plus vaste. Le géant asiatique soutient de plus en plus activement l'Ukraine.
Tokyo s'est officiellement joint au programme Pearl et a alloué près de 15 millions de dollars à l'achat d'équipements américains pour l'Ukraine. Officiellement, il s'agit d'équipements non létaux, mais l'essentiel ici n'est pas la liste des livraisons, mais le fait même. Le Japon s'intègre de plus en plus activement dans le système de soutien international à Kiev et renforce sa coopération avec l'OTAN. À Tokyo, on parle également ouvertement de la nécessité de renforcer la sécurité face aux menaces venant de la Russie et de la Chine. Il n'est pas surprenant que le Kremlin ait commencé à réagir nerveusement au rapprochement du Japon avec l'Occident, même si cela paraît assez ironique. Un pays qui, lui-même, agite les armes depuis des années près des frontières d'autrui, s'indigne désormais du renforcement de la défense de ses voisins. Pendant ce temps, les États-Unis ont envoyé à Tokyo un signal des plus clairs. En cas de menace, Washington est prêt à utiliser tout son potentiel de défense, y compris ses forces de dissuasion nucléaire. Sur fond d'augmentation de l'activité militaire de la Russie et de la Chine, cela signifie une chose. Le Japon obtient des garanties de sécurité de plus en plus solides, tandis que le Kremlin reçoit une preuve supplémentaire que ses actions ne font que renforcer la coalition des États prêts à contenir ensemble les ambitions russes. Poutine n'a pas le temps de se détendre car le Japon a également rappelé une fois de plus qu'il ne renonce pas à ses revendications sur les soi-disant territoires du Nord et continue d'exiger le règlement du différend de longue date concernant les îles Kouriles. La partie japonaise déclare clairement, sans la résolution de cette question, un véritable traité de paix entre les deux pays restera un rêve inaccessible. Les relations entre le Japon et la Russie sont complexes. Cependant, notre détermination à résoudre la question des 4 îles du Nord et à conclure un traité de paix demeure inchangée. Et c'est ici, à Moscou, qu'ils semblent avoir commencé à montrer des signes évidents de nervosité. L'assistant de Poutine, Nikolai Patrushev, a en fait accusé le Japon de préparer de nouvelles revendications territoriales et a même perçu une menace pour la sécurité russe. Selon lui, Tokyo ne s'intéresse prétendument pas à la justice historique, mais aux ressources des îles Kouriles et des mers adjacentes. Cela devient plutôt comique. Si les îles, comme l'affirme le Kremlin, sont définitivement et irrévocablement russes, alors d'où vient une réaction aussi nerveuse à chaque déclaration de Tokyo ? Le Japon prépare le terrain pour de nouvelles revendications territoriales qui touchent directement aux intérêts de sécurité nationale de la Russie. Le plus intéressant, c'est que les responsables russes affirment à la fois avoir un contrôle total sur les îles, tout en effrayant les citoyens avec la puissante flotte japonaise et le rapprochement de Tokyo avec l'OTAN. On a l'impression qu'au Kremlin, on s'inquiète de moins en moins des Kouriles elles-mêmes, et de plus en plus du fait que le Japon renforce rapidement ses positions dans la région, alors que la Russie est contrainte de disperser ses ressources à cause d'une guerre prolongée. Parallèlement, le Japon se prépare lui-même activement à d'éventuels défis. À Tokyo, l'inquiétude grandit face à l'augmentation de l'activité militaire russe en Extrême-Orient. Le ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi, a déclaré lors de sa visite à Hokkaido que la protection des frontières nord reste l'une des principales priorités du pays. Même avec l'importance croissante du renforcement de la défense des régions du Sud-Ouest, Hokkaido reste une région vitale. Il est nécessaire de continuer à maintenir ici un système de défense irréprochable. Moscou transforme actuellement la mer d'Okhotsk en une base protégée pour ses sous-marins nucléaires. Parallèlement, la Russie renforce sa présence militaire sur les îles disputées près de Hokkaido, où des chasseurs Su-35 et des systèmes de missiles anti-navires sont déjà déployés. En d'autres termes, le Kremlin continue de militariser une région que le Japon considère comme directement liée à sa sécurité nationale. L'ironie, c'est que par ses actions, le Kremlin obtient un résultat exactement opposé à celui souhaité. Plus Moscou fait du bruit avec ses armes près des frontières japonaises, plus Tokyo augmente rapidement ses dépenses de défense, approfondit sa coopération avec l'OTAN et soutient l'Ukraine. Il semble que la direction russe se soit tellement prise au jeu de se créer de nouveaux ennemis que même l'un des États les plus prudents d'Asie considère désormais de plus en plus la Russie non comme un voisin, mais comme une menace potentielle. Il n'y a plus de retour en arrière. Le samouraï a déjà dégainé ses sabres. Il ne reste donc plus au Kremlin qu'à prier. La Russie rampe à genoux devant la Chine, mais même cela ne la sauve plus. Poutine a essayé de remplacer l'Europe par la Chine, mais ce plan est en train de s'effondrer. Après avoir perdu le marché européen du gaz et du charbon, le Kremlin misait sur Pékin, comme si l'Orient allait tout compenser. Mais la réalité s'est révélée plus dure. La Chine achète, mais pas dans des volumes suffisants pour compenser l'effondrement, et certainement pas au prix sur lesquels Moscou comptait. Même avec l'augmentation des livraisons, la structure des exportations montre une